avant de partir en vacances, j'ai filé les clés du jardin à une copine. En rentrant, j'ai demandé si elle arrosait. Pendant toute la période chaude, elle m'a dit non, je n'ai pas arrosé. Bon, il faut pas arroser pour arroser. On arrose quand on remarque un petit peu de stress hydrique, pas avant, hein, mais un tout petit peu. Faut pas trop laisser s'installer. Dès que vous voyez qu'il y a une plante qui souffre, tac, faut arroser un peu, pas trop, et ça suffit. Et c'est un arrosage par semaine. Donc moi, ça me permet de dire, je généralise, hein, c'est des serres dans lesquelles on n'arrose pas. Voilà. Les serres d'hiver, on n'arrose jamais, ça c'est sûr. Les serres d'hiver, il faut avoir l'œil. Certaines années, on arrose un tout petit peu, mais la plupart du temps, on n'arrose pas dans ces serres. Et voilà. Donc c'est des serres étroites, et c'est parce qu'elles sont étroites, et c'est parce qu'on a rendu le sol imperméable entre les serres, qu'on se retrouve avec tout le bilan, on va dire, des précipitations inchangé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des serres, il pleut. Voilà. C'est quand on les fait comme ça que ça fonctionne. Si vous élargissez la trame de la travée, ça marche plus avec des traves plus larges. Voilà. Alors, ouais, bon, c'est des matériaux durables, hein, par le plastique. Le coût d'une serre comme ça, c'est à peu près 100 euros. C'est surtout la bâche plastique qui coûte cher, le reste coûte pas très cher. Voilà. Voilà. Les rames, alors c'est les supports à haricots. Alors là, je n'utilise pas de ferraille, je n'utilise pas de bambou non plus, parce que le bambou, ça veut dire en acheter chaque année. Le bambou, c'est bien pour les magasins de bambou, hein. C'est pas durable. Au moins la partie qui est enterrée, ça se casse la gueule. Et donc, c'est fait pour les retraités auxquels on demande de faire de l'exercice, quoi, hein. Monter, nouer, clapper, clouer. Donc pour eux, c'est bien. Pour moi, c'est pas bien. Je vais prendre des doses de châtaignier, toujours. Ça vaut, là, un truc comme ça doit valoir... une treille comme ça doit valoir 2 euros. Donc une treille de 3 mètres de long, de 4 mètres de long, 3 mètres de haut. 3 euros. Et ça vous dure 50 ans. Et moi, avec mes 65 kilos, je monte dessus, ça tient. Je vais chercher les haricots qui sont tout en haut. Donc faut pas me dire ça tient pas. Le robinet, c'est du bois extrêmement dur, hein, plus dur que le chêne, hein. Donc là aussi, en option permaculture, on va pas on va pas faire des structures comme ça en noisetier. Ou en bambou, hein. Ça c'est fait pour publier des belles choses dans les magazines, hein. On voit des trucs un peu noueux, tortueux, c'est sympa, mais c'est le symbole de la bêtise, moi je trouve. C'est vraiment faire du travail chaque année, du travail qui se casse la gueule, quoi, hein. Et si vous n'êtes pas tout le temps derrière, c'est n'importe quoi. En robinet, c'est très beau. Voilà. On n'est pas obligé de prendre de déligner des dosses, on peut aussi prendre des branches de robinet, hein. Mais il faut aimer les épines, c'est tout. Voilà, donc la même image, la même image qui a été prise en été. Voilà, donc c'est la même chose pris du même endroit. Vous voyez, ça monte jusqu'en haut, et après les haricots ils montent même dans les arbres qui sont autour, les arbres du voisin. Voilà, les petites treilles. Alors les petites treilles, qu'est-ce que c'est? C'est ces supports qui font 1 mètre, 1 mètre 50 de haut avec une lisse horizontale. C'est simplement des supports de culture de cucurbitacées. Donc c'est toujours en robinet, hein. C'est pour ça que c'est tordu, parce que le robinet est un bois très nerveux. Donc vous achetez une planche droite, vous la délignez et vous avez plein d'arcs de cercle comme ça. Parce que le fait de faire des lattes après lui permet de vivre sa vie, et donc c'est tout tordu dans tous les sens. Mais moi ça me va, c'est joli. Et donc là-dessus, on laisse courir les gourgettes. Bon, c'est les coureuses, des concombres, tout ce que vous voulez, vous le mettez là-dessus et ça pendouille. Pourquoi en fait, quel intérêt à le cultiver sur des trails? Ben, simple, comme c'est une culture beaucoup plus aérée, ça, ça fructifie beaucoup plus longtemps et beaucoup mieux. Accessoirement, vous n'avez pas de limaces, et encore mieux, comme c'est un feuillage très aéré, vous pouvez cultiver en dessous. Les cucurbitacées et les gourges, d'une manière générale, sont des plantes qu'il ne faut surtout pas cultiver par terre. En Alsace, à Cavaillon ou ailleurs, elles sont très bien par terre, hein, elles crèvent de chaud là-bas. Au contraire, elles prennent la fraîcheur du sol. Mais chez nous en Alsace, c'est comme les vignes, hein. Pourquoi est-ce qu'on cultive les vignes en l'air? C'est justement parce qu'on a du brouillard, on a beaucoup d'humidité. C'est pas parce qu'on est plus, on peut pas faire comme les gens du sud. Donc chez nous, les cucurbitacées, c'est en l'air. Si vous les suspendez, accessoirement, quand vous avez un certain âge, vous n'êtes pas obligé de balader à quatre pattes pour ramasser les trucs plein de limaces, quoi. Donc là, les cucurbitacées en l'air, moi, je trouve ça très très bien. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais comme matériel. Voilà. Ouais, j'ai terminé ma présentation. Donc, pour ceux qui veulent plus d'informations, on a un site internet qui s'appelle BDP, comme brin de paille, Alsace. Donc, tout ça en un mot. Après, dins.org.
Mais si vous tapez BDP Alsace, je crois qu'on arrive déjà à trouver le truc. Le mieux, c'est de prendre toute l'adresse. Donc là-dessus, vous avez, sur ce site, vous avez une rubrique calendrier pour toutes nos activités, pour ceux qui veulent nous rejoindre ou visiter le jardin, où on a plusieurs jardins. Maintenant, à visiter, on a une rubrique téléchargement où vous pouvez télécharger une liste de plantes adaptées à la permaculture dans l'est de la France. Parce que les 2 tiers des végétaux que vous trouvez dans la littérature poussent pas chez nous, poussent mal. Donc, fort de notre expérience de 30 ans, moi j'ai arrêté des conneries. Là, c'est pas 8000 variétés, c'est 150 variétés dans l'est de la France. Tout le reste, vous le laissez aux autres. Ça, c'est pas une bonne idée de ramener ça chez nous. Et donc, une liste de légumes feuilles, légumes fleurs, légumes racines, arbres, arbusceaux, grimpants et plantes utilitaires. J'ai essayé de limiter au maximum, mais comme toujours, on a du mal avec le temps à se limiter. Mais il y a des petits commentaires qui vous permettent de voir l'intérêt de chaque variété. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des conseils de culture, il y a les règles d'implantation des légumes que j'ai mis sur un document qui s'intitule Comment gérer les légumes dans une jardin-forêt. Donc il y a une vingtaine de documents à télécharger, vous regardez, c'est à peu près expliqué. Et il y a des articles. Il y a une cinquantaine d'articles que j'ai rédigés pour l'essentiel, pour la permaculture en général. Pour un jardin forêt qu'on a en commun, bon ça vous intéresse pas, il y a des photos de gens dans tous les sens, hein, de toutes les positions. Hein. C'est tout public. Hein. Et puis dernièrement, il y a une rubrique miel et abeilles, donc pour ceux qui s'intéressent, enfin les gourmands et autres amis des insectes, il y a une rubrique apiculture, donc c'est l'apiculture naturelle, donc là aussi adapté à la permaculture, c'est-à-dire vous achetez rien, vous faites tout vous-même, enfin c'est les abeilles plus ou moins plus exactement qui font tout elles-mêmes, et nous on est juste là pour leur piquer du miel. Voilà, donc sur le site vous avez maximum d'informations, il y a aussi comment me contacter, sinon mon numéro de téléphone, l'email. Et voilà, c'est tout. On peut passer maintenant à la partie questions si jamais vous avez une question ou deux. Voilà. Quelqu'un veut commencer par une question? Pas de question. Faut parler fort simplement. Alors les mois de terre, question, j'ai oublié, ouais, c'est un détail que j'ai oublié. Alors les noix de terre, je les ai mis côté sud des serres. Parce que les serres, pour ne pas être arrosées, doivent être très étroites, donc très hautes aussi. Parce qu'une serre confortable, c'est une serre haute. Pour les végétaux comme pour l'humain. Et donc, qui dit haute, dit captant le soleil enfin, le plus longtemps possible dans la journée. Elle le prend déjà en début de journée, mais aussi très tard en fin de journée. Ça, c'est pas bon. Donc en fait, les noix de terre, je les ai mises sur tous les côtés sud des serres. Donc mes serres prennent essentiellement le soleil en mi-journée par le dessus. Et les façades verticales sont complètement tapissées de végétation. C'est des constats que j'ai fait les premières années. Les faces verticales de toutes mes serres sont entièrement végétalisées. Et les années où ça monte pas assez vite, j'ai tout qui est mort sur les premières rangées devant. Il fait beaucoup trop chaud dans ces serres, malgré le fait qu'elles ont une immense porte et puis tous les côtés bas qui sont ouverts. Donc l'air peut sortir, c'est une ventilation croisée, traversante et une évacuation en partie haute, ça suffit pas. Donc ça monte à 2,50 m sur le côté sud. Mais sinon j'en ai sur les clôtures, j'en ai à plein d'endroits. Parce qu'en fait la noix de terre monte à 5 mètres couramment. Donc 5 mètres, il faut les caser. Hein. Les voisins, ils n'aiment pas ça quand vous leur mettez un truc le long de la clôture de 5 mètres. Et derrière, c'est comme les haricots. En dessous des noix de terre, il n'y a rien qui pousse. Sous les haricots non plus, il n'y a rien qui pousse. Vous ne pouvez pas faire des cultures intercalaires ou des cultures d'après-saison. Hein. C'est trop tardif, il n'y a rien qui pousse, c'est fini. Donc en fait, il faut les mettre contre un mur au nord. C'est un peu le problème de ces végétaux. Mais vous n'êtes pas obligé de les faire monter à 5 mètres. Hein. Si vous les faites monter à 2 mètres aussi, ça va. Mais vous êtes obligé d'étaler linéaire parce que c'est une plante qui a une grosse surface quand même. Elle est vendue comme plante décorative aussi. Les gens ne le savent pas, mais l'intérêt, c'est la partie enterrée en fait. Ouais, c'est une plante qui fait il y a un beau feuillage, de très jolies fleurs en hélicoïde comme ça, et surtout très parfumé. Enfin, assez parfumé. Pas très parfumé, mais assez parfumé. Donc, mais c'est plaisant à mettre sur le grillage d'entrée, par exemple. Sur toute votre clôture, vous en mettez. C'est pas invasif pour le voisin. Le voisin va être super content. Il va dire où est-ce que vous avez trouvé cette magnifique fleur? Et en fait, c'est des patates. Mieux des châtaignes. Voilà. Des questions? Une autre question?
Oui, monsieur. Spécialement les carottes, les panais, des choses comme ça. Ouais. Je m'en sors pas avec les histoires de graines, enfin je veux dire, sur les histoires de paillis, des choses comme ça. Pour moi, il faut la mettre à nu, la terre, et puis prier pour que ça pousse plus vite que la mauvaise herbe. Oui, oui. Alors ça, c'est la question. Je l'attends toujours. Hein. Chaque fois, il y a un connaisseur qui me la sort. Celle-là, c'est la question qui tue, quoi. Hein. C'est la question qui n'a pas sa place dans la... Enfin, la question à laquelle la permaculture ne peut pas répondre. Ce sont des cultures, effectivement, où on ne peut pas appliquer de règles de permaculture. Et, ça, c'est une bonne idée, merci. La réponse est simple. C'est des plantes excluantes que vous êtes donc de petite taille qui ne peuvent pas accepter, on va dire, de concurrence au-dessus ni latérale. Donc vous êtes obligé de dégager les périphéries, dégager le sol et faire pratiquement de la monoculture. Donc c'est comme la patate, ça colle pas dedans, quoi. Alors, soit vous oubliez les carottes, soit vous faites un trait, ou vous oubliez vos principes de permaculture. Donc en fait dans les jardins on a un quart, un tiers des parcelles qui sont ce que j'appelle les variétés excluantes, où la terre doit être dégarnie, cultivée en ligne et surveillée. C'est ça ce qui bouffe le travail, quoi. C'est en plus des cultures qu'il faut refaire tous les 15 jours, tous les 3 semaines, hein, comme les petits radis. Vous ne pouvez pas dire j'ai fait des radis roses pour l'année, quoi. C'est pas possible. C'est tous les 15 jours qu'il faut se cogner le truc. Donc là, il y a 2-3 petits trucs, mais ce n'est pas des trucs de permaculture. Vous prenez du compost qui a été cuit, hein, donc un vrai compost, comme on ne fait pas en permaculture. En permaculture, on ne fait pas de compost. On balance tout par terre. Ce qu'on appelle le compostage horizontal. Hein. Donc, mais si on veut être franc, on jette tout par terre, c'est tout. Et donc, vous faites quand même un compost. Moi, j'en fais un pour deux raisons. Le premier, c'est que ça me fait du terreau de semis. Donc, comme il est cuit dedans, c'est à peu près calmé au niveau graines en dormance et bactéries. Et après, pour les cultures en ligne, dites excluantes, pour petits radis, carottes surtout, ben, vous tapissez une bonne couche là et il n'y a rien qui passe à travers. Parce que les plantes pionnières ne lèvent pas, elles ne voient pas la lumière. Et là-dessus, vous mettez vos carottes et vous semez directement là-dedans. Donc effectivement, il faut qu'il y ait une bonne composition, quoi. Il ne faut pas faire la connerie de rajouter de la terre que vous avez ramassée quelque part, parce que dans cette terre, il y aura de nouvelles graines. Donc ça va être tout qui va lever, mais pas votre truc, quoi. Voilà. Ça, c'est une réponse de maraîchage classique, on va dire maraîchage bio, quoi. Hein. C'est pas de la permaculture. Voilà. Madame avait posé une question. C'est bon, j'ai répondu ? Ouais. Madame ? Ouais, enfin la paille, moi j'en mets parce que je fais des maisons en paille, donc j'ai plein de paille à revendre, je sais plus quoi en faire. Mais sinon je mets pas de paille parce que la paille c'est pas durable, vous êtes contraint de toujours en ramener, ça tient pas longtemps la paille. Donc on va dire quand vous avez un substrat, on va dire d'humus dessus, en général c'est pas très épais. Hein. La roche notamment elle lève facilement. Hein. Si c'est pas très très épais, vous le voyez, hein, ça part partout. Hein. Il y a un moment, il y a une date précise, vous avez des sillons rouges qui se dessinent là-dedans. Hein. Ça part tout seul. Hein. Ça pose aucun problème de faire pousser. Par contre, si vous mettez 15 cm de paillage, là, il n'y a rien qui lève là-dedans. Hein. À part le liseron. Le liseron, il est toujours là, lui. Ouais. J'ai répondu à votre question ? Mais je vois votre question, en fait. Il y a des choses qui ne lèvent pas. En fait, votre question, c'est plutôt comment faire partir les choses qui ne lèvent pas dans le paillage, en fait. Alors, c'est simple. Avec le temps, quand on est vraiment gourmand ou comme moi, plus ou moins végétarien, et qu'il faut manger, on va dire, parce qu'on ne peut pas attendre l'été pour manger. Donc, en fait, moi, je fais des cultures sur bord de fenêtre et après, je vais les repiquer. Donc ça c'est une réponse déjà. Donc vous, avec votre petit replan là, vous arrivez, vous faites un trou dans le paillage et vous le mettez, ça part. Et pour le reste, il y a un problème qui est le problème des limaces. Donc dans les limaces, vous cultivez autant vos légumes que les limaces, quoi. Hein. C'est pas dans les bouquins, mais c'est la réalité chez nous. Donc en fait, pour en semer direct, ce que je fais un petit trou. Je regarde si j'ai pas d'œufs de limaces dedans. Avec l'habitude, avec l'âge, vous les voyez, hein, même dans le noir, les œufs de limaces. Et donc vous nettoyez un peu pour faire gaffe de ne pas avoir d'escargots de petites limaces. Vous mettez un petit peu de semences et moi je coupe des bouteilles, donc des bouteilles en plastique. Là on a vidé la poubelle qu'il y avait avant là, donc il n'y en a plus. Prenez une bouteille en plastique, vous coupez le cul et le goulot et donc ça vous laisse un tube. Et ce tube là vous le vissez dans la terre. J'ai bien dit visser, si vous le posez, les limaces sont capables de creuser un trou, de rentrer dedans. Donc il faut le visser un peu dedans. Et après, vous mettez un peu de terreau nouveau aux graines parce que ça a un peu déménagé tout l'intérieur de la bouteille. Et là, ça pousse. En général, ça pousse. Pas toujours. Et une bouteille sur 10, en fait, a une limace qui arrive à passer dessus. Mais normalement, elle ne passe pas dessus.
Donc il faut accepter un certain taux de perte. Dans certaines rangées, c'est 80% des bouteilles sont colonisées par les limaces. Quand c'est vraiment super ombragé, là, elles vont dedans. Mais quand c'est un peu aéré, les limaces sont fainéantes. Elles voient le plastique, elles se disent il n'y a rien derrière. Ou elles sentent le plastique, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, elles ne montent pas tellement dessus. Et là, ça passe en semi-direct. Mais sinon, je ne fais pas de semi-direct comme ça dans le paillage, ça ne marche pas. Ouais, des plantes, ouais. Il y en a. Mais la réponse, c'est ce que je vous ai donné avant. Dans 10 cm de paillage, il n'y a rien qui se ressème à part le liseron. Hein. En fait, il passe par en dessous, lui. Mais à part la rhubarbe, on va dire, parce que c'est un monstre, elle lève n'importe quoi. Ou la consoude, elle passe tout. Mais à part ces plantes-là, non, il n'y a rien qui lève dans 10 cm de compost. Hein. Par contre, si vous avez de la paille ou un peu de BRF ou un peu de feuilles mortes, là, il y a déjà plus, il y a 50% qui passent. Mais pas tout. Il n'y a pas de réponse unique, il faut connaître chaque variété. Vous savez, on a beau dire la permaculture, ça vous économise 70% du jardinage, mais vous avez besoin de 300% de connaissances par rapport au jardinage normal. Et déjà, le jardinage normal, il n'y a que les vieux jardins qui sont des beaux jardins. Hein. Les personnes âgées, elles ont l'air de faire ça comme ça, sans regarder ce qu'elles font, mais elles ont une vie derrière elles de connaissances. Hein. C'est le savoir que les maraîchers avaient avant. Hein. Maintenant, les maraîchers, la seule chose qu'ils connaissent, c'est l'adresse de la coopérative agricole, c'est tout. Hein. Voilà. C'est quand même énormément de savoir je ne peux pas donner une réponse comme ça. Quoi. Ouais. Une autre question ? Ouais. Il faut regarder ce que c'est. En général, c'est une plante. La prêle pousse dans l'eau. Hein. Vous avez 2-3 facteurs avec la prêle. Ouais, la prêle, c'est mal parti. Hein. Regardez déjà si vous pouvez changer de terrain. C'est pas la réponse que vous voulez entendre. Hein, mais... Pardon ? On vous l'a déjà faite celle-là ? Ah ouais. Non, ouais. Si vous avez un cours d'eau, si vous êtes à côté d'un cours d'eau et regardez si vous pouvez détourner le cours d'eau. Ouais. Abaisser la nappe phréatique, c'est pareil, il vaut mieux changer de terrain. Ouais. Non, la prêle, c'est. Ouais, ça se mange pas, je crois, la prêle. Hein. Non, on peut faire du purin, c'est tout. Hein. Non, on faisait des trucs avec la prêle, je sais plus quoi, mais. Ouais, des coctions, ouais, mais pas. Ouais. Non, c'est une plante très intéressante, mais ouais. C'est une plante de marécage, hein. C'est mal parti, ouais. Mais faites des cultures aquatiques, hein, je sais pas quoi vous dire. Hein. Non, il y a des situations dans lesquelles on n'a pas de réponse. Hein. Il y a deux attitudes où vous adaptez, c'est-à-dire vous plantez que de la prêle, vous vendez de la prêle sur les marchés, je sais pas quoi, ou vous faites de la remédiation. Mais avec la prêle, c'est très difficile. Il y en a 2-3 où ça va pas dans le bon sens, quoi. Ça coûte cher, il faut déjà essayer d'esquiver, quoi. Une autre question ? Je voulais savoir si dans ton jardin tu avais aussi de la culture en but. Non. Alors, moi, il y a 2 trucs que je fais pas. Enfin, si, j'en ai, mais il y a des trucs qu'on trouve dans tous les bouquins. C'est la spirale aromatique et la culture sur but. Moi, c'est ce que j'appelle le degré zéro de la permaculture. Pourquoi ? Parce que c'est un truc qui marche toujours, qui coûte la peau des fesses, mais qui a un non-sens absolu. Ça marche toujours, ces trucs-là, parce que c'est évident, c'est une solution super intelligente, mais c'est pas du tout un système ouvert, c'est ce qu'on appelle un système fermé. Et en plus, totalement hors d'échelle. Pourquoi ? Si je prends la spirale aromatique, les aromates, il les faut dans tout le jardin. C'est le truc qui ne va pas dans la permaculture. Les aromates, il faut en blinder partout, parce que c'est des plantes qui ont plein de propriétés. Donc de dire je fais de la culture dans un coin, je vois pas le truc. Moi, c'est valable pour les jardins d'enfants ou les parcs ou les trucs comme ça. Enfin, ça fait bien dans un bouquin, mais c'est le degré zéro de la permaculture. C'est ce que j'appelle la solution toute faite, quoi. C'est le manque d'ouverture d'esprit. Et la butte, c'est pareil. Ça vexe toujours les gens quand je dis la butte, c'est le truc à con. Parce que c'est, pour l'illustrer, je dis la butte, c'est comme les miettes. Vous savez, quand vous avez des invités, que vous avez la saleté, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez le balai, vous poussez sous le tapis. Hein. C'est ça la butte, quoi. Hein. C'est quand vous avez un truc que vous emmerde et que vous n'avez pas à le mettre. Et nous, c'est les premières buttes qu'on a fait comme ça. On avait des arbres. Au début, les premières années, on les taillait. Alors, on avait 7 arbres, 8 arbres qui étaient déjà grands. On les taillait. On avait un tas qui était gros comme un arbre comme ça, de branches. Et c'est là qu'on s'est dit, putain, on n'en peut plus. Vous laissez un mois, pendant un mois, vous dites demain je le fais, demain je le fais, au bout d'un mois, vous le savez que vous le ferez jamais, quoi. Donc on a ce truc, on n'avait pas de voiture. Et c'était dans le lotissement en plus. Et donc, vous ne pouvez pas brûler un tas de 2 mètres de haut de branches, c'est pas possible, hein, ça le fait pas. Et donc on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire. Donc on l'a coupé et on l'a enterré.
Et c'est comme ça qu'on a découvert le BRF 10 ans avant la théorie du BRF. Mais le BRF, ça a été découvert de la même façon. C'était l'industrie agroforestière, forestière, qui faisait de plus en plus de déchets, qui à un moment a essayé de le fourguer comme aliment. Ils ne sont pas arrivés. Et puis ils se sont dit, on va l'enterrer parce qu'on n'en peut plus de ce truc, quoi. Ils l'ont enterré, ils se sont dit, merde, putain, il y a des trucs qui poussent vachement bien là-dessus. Et donc ils ont vendu ça comme technique pour que les couillons achètent ça, quoi. Mais nous, on a fait exactement la même chose. On n'en pouvait plus de ce bois, on l'a enterré. C'est là on s'est rendu compte que ça a plein de propriétés d'enterrer ces déchets. Donc il faut être honnête, c'est parce qu'on a un problème et on ne savait pas quoi en foutre qu'on a trouvé ça. Mais il ne faut pas inverser la logique, c'est-à-dire se dire qu'on va acheter du bois pour l'enterrer. Enfin, c'est mon principe. La culture subute répond à des problèmes. Si vous avez des problèmes, c'est super. C'est comme les médicaments, quoi. Vous ne bouffez pas des médicaments parce que ça résout des problèmes. Non, il faut avoir des problèmes pour bouffer des médicaments. Il ne faut pas inverser la chose. Donc si vous avez des déchets, vous les liquidez comme ça, vous allez voir, c'est super. Si vous avez un terrain qui est plein de flotte, vous montez des tas. La capillarité du sol fait en général que l'humidité du sol va en dégraissant et puis les parties hautes sont plus ou moins sèches, donc vous pouvez cultiver sur un terrain super humide grâce à cette technique de butte des choses en terrain sec. Vous pouvez aussi augmenter la surface d'ensoleillement. Il y a plein de propriétés comme ça qui sont intéressantes, mais on ne fait pas des buttes pour faire des buttes. Pourquoi ? Parce que ça dure quelques années et après il faut recommencer, quoi. Quand vous êtes jeune, entre guillemets con, vous le faites. Quand vous êtes un peu vieux, vous arrêtez ces conneries, quoi, hein. Ça, c'est un boulot dingue. Enlever 2 mètres cubes de terre végétale, enterrer des troncs, remettre des couches stratifiées. Il n'y a personne qui fait ça. Dans les bouquins, si, ils font tout ça. En pratique, vous faites ça après, un peu, une fois, 2 fois, et après, c'est bon, la butte, on la laisse, hein. En gros, pour terminer, la butte, c'est une solution à un problème. Ce n'est pas une technique toute faite. C'est pour ça que je dis que c'est le degré zéro de la permaculture. Ceux qui vous disent venez voir mon jardin, là, la spirale aromatique, là, les buttes, c'est bon, là, c'est bon. C'est le catalogue du truc, quoi, hein. C'est comme les nichoirs insectes, qui c'est encore comme conneries, comme ça, qu'on voit partout. Tout le monde sait que les nichoirs insectes, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. C'est pas avec ça qu'on fait avancer le schmilblick, quoi. Mais c'est très intéressant. Donc moi, j'en fais pas. J'en ai fait les premières années parce que j'avais le merisier qui faisait 10 mètres de haut à planquer. Donc c'était la technique des miettes sous le tapis, hein, que tout le monde fait chez soi. Mais maintenant que j'ai plus le merisier, j'en fais plus des buttes. Voilà. Attendez, quand vous le dites, pourquoi vous n'avez pas la possibilité ? C'est dans le droit ou c'est... Mais maintenant, en plus, je n'ai pas le droit. Hein. C'est pas une raison pour ne pas le faire. Non. Alors, oui et non. Mais transgresser est un plaisir, hein. Je ne vais pas vous initier à tous les plaisirs de la vie, mais transgresser, c'est quand même un grand plaisir. Je vous invite à y réfléchir. Il ne faut pas se priver, quoi. Ensuite, il y a différentes variétés de transgression. Il y a les colonnaires, il y a les arbres nains, il y a plein de choses comme ça. Et il y a des arbres greffés qui sont donc nanifiés, qui ont une table tout à fait raisonnable. De toute façon, rien ne vous empêche de déformer la réalité aussi. Vous dites, oui, il est petit, c'est un nain, et puis le nain, il devient comme ça, et puis à un moment, ah ouais, j'ai dû me tromper. Puis les gens s'y font, hein, vous savez, hein. Et puis finissent par trouver ça joli ce que vous avez chez vous, quoi. Tant que c'est vous qui ramassez les feuilles, en général, je vous assure, tant que vous ne mettez pas des grands arbres, on peut mettre beaucoup d'arbres. C'est sûr qu'il faut faire très attention à ce que vous mettez comme taille d'arbre. Il y a des arbres, tous les prunus assèchent toute la vie du sol. Sous un prunus, par définition, vous n'aurez rien. Les prunus, c'est cerisier, merisier et d'autres arbres à noyaux, hein. Il n'y a rien en dessous. Donc, même pas d'herbe. C'est merdique en dessous, entre guillemets, quoi, hein. On peut mettre des bancs, une terrasse en bois, ce genre de truc, mais c'est tout. Et puis, donc c'est pour ça que j'ai enlevé le merisier, parce qu'il faisait de très très bonnes merises, mais il me bouffait un tiers du jardin. Donc, il faut adapter la taille de l'arbre, il faut adapter la variété aussi à la cohabitation. Il faut produire à tous les étages, hein. Et donc pour ça, il y a des variétés qui sont très très intéressantes. On plante même des arbres, des buissons, des arbrisseaux qui produisent des trucs qui ne sont pas fantastiques simplement parce qu'ils nourrissent tous les végétaux autour. Et ça, il ne faut pas vous en priver. Donc moi, dans les tout petits jardins, j'ai des amis chez qui j'ai eu la chance de faire le jardin. J'avais fait la maison et après j'ai fait le jardin. Ils étaient contents de la maison. Donc je leur ai dit, moi je vous fais un jardin, et alors on fait la liste de tout ce que vous voulez. Alors c'était de nouveau une liste à la Prévert, donc un cerisier, un pommier, enfin oui, il y a une vingtaine d'arbres. Dans un lotissement, vous ne pouvez pas mettre une vingtaine d'arbres, c'est pas possible. Enfin ma mère l'a fait, mais bon, elle a des rapports très compliqués avec les voisins, que je ne vais pas commenter ici. Mais avec mes clients, je ne pouvais pas faire ça. Donc je vais proposer des colonnaires et des arbres nains, c'est fantastique, hein. Vous avez des colonnaires, bon c'est une notion abstraite d'arbre fruitier, parce que c'est plus proche du manche à balai qu'un arbre, hein. Mais c'est un truc sur lequel il y a plein de pommes. Et c'est pas mal. C'est pas vraiment... c'est un peu contre nature, mais moi je le fais. Il n'y a pas de principe.
les gens sont très très contents d'avoir une production très variée de plantes. Le seul inconvénient, en dehors du fait que c'est acheté, c'est que ça a une durée de vie faible, ces variétés-là. Mais moi, je jette pas tout. Hein. Mon truc, c'est pas ce qui est sauvage est bien et ce qui est ancien est bien. C'est simplement la loi du moindre emmerdement, c'est tout, quoi. Hein. Je suis non interventionniste. Et dans cette variété-là, vous avez des petits arbres que vous taillez pas qui sont fantastiques. Hein. Voilà. Une autre question ? Les petits fruitiers de clôture, c'est quoi qui captent l'azote? Ah, c'est les amélanchiers. Et alors dans les amélanchiers, vous avez différentes variétés. Il faut bien faire attention. Il ne faut pas planter les variétés qu'on a chez nous. Il faut planter des variétés, si vous voulez les fruits. Il faut planter des variétés qui ont été mises au point, les cultivars qui ont été développés ou sélectionnés par des producteurs de fruits. Donc c'est des variétés qui ont 1 mètre, 1,50 m de haut et qui font des grappes de fruits en bout de branche et pas une branche tous les mètres, par exemple, pas une petite baie tous les mètres. Les variétés qu'on a, elles ont entre 4 à 6 mètres de haut et elles font une petite baie, des fois 2 ou 3, mais tous les 50 cm ou tous les mètres, une baie, quoi. Donc à accueillir, c'est bien, mais ça fait la gymnastique du matin et après c'est bon, quoi. Tandis que vous avez des variétés de 1,50 m qui sont pleines de fruits, c'est vraiment bien ça. Voilà. Mais sur les clôtures, c'est plutôt la nature du voisin que vous avez qui va définir le type de végétaux qu'il faut mettre, parce que sinon il y a les groseilliers macros, vous voyez ce que c'est, hein, c'est piquant comme ça, quoi. Et puis les gens les mangent pas, donc c'est plutôt de là il faut partir, quoi. Sinon on peut mettre des vignes, et vignes c'est des bons voisins, mettez des vignes, ça fait de très bons rapports avec les voisins. Voilà. D'autres questions ? Oui. Je voulais juste savoir pour les châssis d'hiver, est-ce qu'il y a une exposition à respecter? Est-ce qu'il faut soit plein sud ou pas forcément? Ouais, plein sud. Hein. En hiver, le plein sud, c'est 2 heures d'apport solaire, même pas. Hein. Le soleil en hiver, ça commence à 11 h, ça s'arrête à 13 h. Hein. Oui, mais c'est tout, quoi. Et en général, c'est sud, moins 30, plus 30 degrés, quoi. Donc c'est vraiment sud, quoi. D'autres questions ? Les limaces vous gênent ou bien vous composez avec? Ouais, non, il faut être honnête. Hein, c'est 50% du boulot, quoi. 50% du boulot. On bosse pas beaucoup, hein. On fout déjà pas grand-chose, quoi. On cueille les semences, on réorganise le paillage. Une fois que c'est établi, hein. Un régime établi, hein. Une fois que vous avez bien planter toutes les variétés, ça prend déjà quelques années, du temps que vous voyez que ce qui a un endroit réussit pas, il faut le déplacer. Mais une fois que c'est bien établi, vous avez carrément plus rien à faire. Les arbres, ça se taille pas, hein, notamment pour ceux qui le savent pas. Hein. Surtout les arbres greffés se taillent plus. Donc il y a pratiquement plus rien à faire dans un jardin. Donc ce qu'il y a à faire, le côté pénible, quantitativement, hein, pas qualitativement, quantitativement, c'est surveiller les limaces à la sortie de l'hiver et à la sortie de l'été. Donc là où elles vont pondre. Là, il faut faire des campagnes de cueillette de limaces. Donc, il faut y aller 2-3 fois au printemps. C'est là où c'est le plus important. Et donc, elles ont des zones où elles vont s'établir. C'est là où il y a, en général, chez moi, c'est des liliacées. En fait, c'est la cive de Saint-Jacques. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai quelques salades. Faut que je réfléchisse. Ils sont toujours au même endroit. Hein. Je fais pas attention à ce qu'elles vont voir, mais c'est toujours les mêmes légumes qu'elles vont prendre. Et là, c'est bon, c'est blindé. C'est blindé limaces, et donc à la tombée de la nuit, avec une lampe de poche, vous y allez, ça fait une demi-heure, hein, une petite demi-heure par plate-bande. J'ai 3-4 plates-bandes qu'il faut que j'aille plumer, et puis c'est tout. Dans les serres, j'en ai, mais pas beaucoup. Hein, là, vous passez 1 minute par serre. Vous les voyez, hein, l'œil se forme. Hein. On a un logiciel de reconnaissance optique dans la boîte, là. Et donc, il suffit d'avoir identifié une fois une limace, l'avoir bien tournée sous toutes ses formes. Et quand vous en avez vu une, vous les voyez. Si vous ne l'avez pas bien vue, la première fois, vous ne l'identifiez pas. Mais après, vous la sentez, vous la voyez, vous savez qu'elle est là. Donc plus on en fait, plus ça va vite. C'est les premiers pas qui sont difficiles en limace, quoi. Mais après, ça vient bien. Et donc au printemps, j'ai sur une plate-bande de... Non mais attendez, c'est quand même pas rien. Vous avez sur une plate-bande de 3 mètres, j'ai jusqu'à un demi-gobelet comme ça, plein de limaces, des petites limaces brunes. Donc ça fait quand même 5 minutes sur une seule plate-bande. Quand vous en avez 3-4,
Pour moi, c'est énorme. En permaculture, c'est énorme. Pour un mec normal qui fait de la bêche, c'est rien parce qu'il y passe des heures tous les jours, hein. Mais je le vois parce que dans un jardin ouvrier, les gens sont très souvent dedans, hein. Les beaux jardins, je parle pas ceux qui marchent pas, hein. Mais les beaux jardins qui sont vraiment spectaculaires avec des aliments, des énormes légumes, les gens passent 2 à 3 heures par jour. C'est des retraités ou des gens qui aiment ça. Et moi, c'est pas mon boulot. J'ai une agence à côté, je peux pas faire ça. Donc j'arrive à l'arrache, habillé comme ça, je prends mes trucs, je repars. J'ai bossé un quart d'heure maximum à récupérer des semences, à attacher les tomates, hein. Pour ceux qui savent pas, les tomates c'est bon, mais elles poussent pas dans les cagettes chez moi, hein. Elles poussent sur une plante et donc vous enlevez les tomates et après il faut étêter un petit peu les variétés qui sont grosses et les autres, celles qui se cassent la figure, il faut les remonter un petit peu, sinon vous pouvez plus rentrer dans la serre. C'est du boulot, mais c'est quelques secondes par-ci par-là, ça fait 10 minutes. Voilà. Monsieur ? Alors, est-ce que vous avez expérimenté ça? Parce que tous ceux qui ont expérimenté m'ont dit que les canards, à partir du moment où ils ont goûté de la végétaux, ils préfèrent les végétaux, hein. Donc, ils massacrent tout. Mais vous l'avez fait, ça? Ah ouais. Ouais, mais dans 200 mètres carrés, ils tiennent pas, ils bouffent le reste. Ouais. Écoutez, j'ai des poules, j'ai toujours eu des poules. Là, en ce moment, j'en ai pas. Avec 200 mètres carrés et un appartement en ville, c'est pas évident déjà à gérer comme ça les poules. Les canards, je sais pas ce que j'en ferais en plus, hein. Parce que les poules, elles vous font plein d'œufs, mais les canards, si c'est manger les limaces, c'est beaucoup plus simple de les enlever moi-même, hein. Je fais ça 2 fois, 3 fois au printemps, 2 fois, 3 fois à l'automne et c'est terminé. Mais ça fait partie des impondérables. Et sinon, il y a toute une variété de légumes que vous n'avez pas. Voilà. Mais je serais curieux. Vous êtes la première personne qui me dit que ça marche. Dans tous les bouquins, le canard indien, blablabla, blablabla. Et en fait, ça n'a jamais marché. Vous êtes la première personne qui me présente une expérience heureuse. Et c'était quoi comme variété? Ah ouais. Bien. Ouais. Les tomates, ils les mangent? Mais celles qui sont en haut? Ah d'accord, ouais, on peut les laisser, hein. Ouais, ouais. Mm, mm. Mais non, mais l'idéal, on va dire que là, je vous ai présenté un modèle de jardin urbain. Et je ne peux pas faire cohabiter des canards dans ce type de structure. C'est pas possible. Mais pour quelqu'un qui a la campagne, je pense que c'est... Mais c'est le but du jeu, hein, c'est de rien foutre. Enfin, foutre le moins possible, hein. Un mec normal, il dit le but du jeu, c'est d'acheter le plus possible pour pouvoir épater le voisin, pour pouvoir dire on a ci, on a voir ça. C'est un peu la possession, hein, la consommation qui est la mode. En permaculture, c'est de faire le moins possible. Donc le canard, évidemment, ça va dans le bon sens. Mais je pense c'est un investissement au moins au départ, quoi. En temps, en dressage. Ouais. Une autre question? Moi, je jette dans l'eau après, j'en ai marre. Parce que ça nourrit les poissons dans l'île. J'ai l'île à côté, donc je les balance dans l'île. Mais sinon, j'en faisais rien, je les écrasais. Si vous avez une idée... Tous mangent, mais pas les limaces, hein, je crois. Pardon? Une autre question? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que vous faites de la rotation de culture? Non. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans le perpétuel, il n'y a rien à faire, hein. En fait, vous laissez... au début, vous faites des beaux plans, enfin des plans de la planification, des trucs vraiment... bien que moi, je sème un peu n'importe comment. Je regarde où il y a la place et je mets les trucs et puis c'est tout, quoi. Je respecte les 4 règles. Ça, je maintiens fermement que... J'ai fait mes expériences. Donc, il y a des mecs qui disent c'est n'importe quoi, c'est très bien. C'est n'importe quoi chez eux, ils y arrivent peut-être, mais chez moi, j'ai essayé plein de trucs, ça marche pas bien. Donc, j'ai confirmé ces règles que j'ai pas inventées. Et je m'y tiens. Franchement, une fois que vous avez fait vos zones, il n'y a plus à chiquer, hein. Ça marche tout seul, hein. Ça se fait sans réfléchir. Et donc une fois que je suis parti là-dedans, c'est quoi votre question de vous? La rotation, ouais, non, quand vous êtes en perpétuel, vous laissez en fait par zone ressemer un petit peu n'importe comment.
Au début, donc j'avais fait mes plants et après, vous voyez, vous mettez 10 choux, il y en a 2 qui vont crever ou 2 qui vont être chétifs, vous les virez, vous mettez autre chose à la place et donc ça a de moins en moins de gueule jusqu'au moment où c'est le chaos complet. Et là, c'est bien. Là, c'est bien parce que là, vous êtes dans le lâcher prise. Hein. Psychologiquement, vous avez fait le deuil de votre jeunesse, peut-être, je sais pas, de vos idéaux, quoi, et vous laissez faire, vous laissez porter comme un bouchon le courant, quoi, dans le courant, quoi. Et là, c'est chouette, quoi, parce que il y a de la place, vous mettez, quand vous marchez sur un truc, merde, j'ai crevé une plante, ah, mais il y avait une autre à côté, ah, ben elle est là, ça fait longtemps que je suis plus. Vous retrouvez votre ancienne copine qui est là en dessous, qui repousse, et là, ça va bien. Et en fait, c'est un peu le principe, il faut toujours avoir de trop. Hein, on est dans le principe de l'abondance, et en fait, ça marche bien. Mais 200 mètres carrés, c'est un peu peu pour faire cette technique. Moi, je le fais, mais franchement, c'est trop petit, quoi. Donc, en fait, les plantes se ressèment dès qu'elles ont une petite clairière. Elles ressèment de l'eau, elles colonisent la clairière. C'est le premier qui arrive qui empêche les autres de monter, quoi. Et donc, c'est un peu la zizanie, mais ça marche bien comme ça. C'est juste le début est difficile à vivre. Vous luttez avec vous-même, quoi. Hein. C'est votre propre échec auquel vous êtes confronté chaque fois que vous allez dans votre jardin. Mais on s'y fait. Hein. Si vous avez des enfants, vous savez que vous êtes aussi foutus, quoi. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas quel âge ils ont, nos enfants, mais vous savez que vous êtes mal partis, quoi. C'est eux l'avenir, pas vous. Voilà. D'autres questions? Sur quoi? Mais j'en ai sur quoi? J'en ai sur les cucurbitacées, la vigne, j'en ai plus. Les cucurbitacées sur les serres, dans les serres, mais ça je m'en fous. Hein. On dit toujours, ah, les mecs ils ont plein de trucs, faut jamais laisser tomber les feuilles qui sont contaminées. On voit des genres de conneries dans les trucs d'arboriculture. Il faut brûler les branches, il faut ratisser les feuilles mortes, les fruits pourris, il faut les enlever. En permaculture, vous laissez bien tomber. S'il y a un voisin qui peut vous enfiler, vous en mettez encore des plus pourris hein, par terre et tout. C'est vraiment génial, quoi. On fait exactement le contraire de ce qu'on fait tous les autres. Le milieu, il y en a dans les serres, c'est blindé dedans. Hein. Je sais que c'est pas une bonne idée. Hein. Ces trucs vont se contaminer la génération suivante. Mais je m'en fous, moi, ça me suffit. Ça tient. J'ai le maximum de fruits le plus longtemps possible. Après j'arrête de faire des visites à partir de mi-septembre. Je ne fais plus visiter les serres. Quoi. Je ferme les portes et vous ne rentrez pas dedans. Parce que c'est une gueule de dernière guerre mondiale. Là, hein. C'est tout. Parce qu'il y a des tiges avec des feuilles... pétrifiés qui pendent comme ça avec des fruits qui terminent tant qu'ils peuvent leur maturation, mais je peux rien faire, je vais pas traiter, je vais pas enlever les serres et on peut vivre avec ça. Par contre les concombres j'ai arrêté parce que c'est vraiment déprimant. C'est les premiers qui chopent le milieu et après c'est foutu, quoi. Ou est-ce qu'il y a encore du milieu sur les feuilles de... je crois que c'est tout. J'ai juste sur les tomates, concombres, courgettes, hein, mais courgettes vous les faites monter, ça va. Faut pas cultiver par terre. Il faut toujours se souvenir pourquoi on ne cultive pas les vignes comme ils font dans le sud de la France. Dans le sud de la France, ils font des trucs par terre, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils les laissent courir par terre, mais non, on peut pas. On a des terres humides et il y a du brouillard, donc il faut que ça soit super ventilé. Donc toutes ces végétations, il faut faire pareil, il faut les suspendre. Et puis en dessous, vous pouvez mettre des trucs qui poussent à l'ombre, des choux, des salades, des oignons, tout ça, ça pousse à l'ombre. Voilà. Faut faire un peu comme les Chinois, faut cultiver verticalement. Ouais, non, c'est du blabla ça. Il y a de l'ail des ours, mais l'ail des ours, il vient après, quoi, à la fin de l'été. C'est pas vraiment une culture, ça occupe un peu la place, c'est tout. Voilà. J'ai bien dit, dans les serres d'été, je cultive rien d'autre que les tomates. Faut être honnête. Voilà. D'autres questions? Non, j'ai les limaces et j'ai les mulots. Les mulots, ils se tiennent tranquilles. Il y a un piège qui s'appelle le top 4. Quand vous avez ce piège-là, c'est gérable. Voilà, c'est tout. Non, sinon, il faut toujours semer plus, 30%, 20%, 30%, 50% en plus que ce que vous consommez. Donc, de temps en temps, quand vous avez un chou qui se casse la gueule, vous ne posez même pas la question si un mulot ou un ton en dessous. Hein, vous en fichez, vous laissez. Hein. Plantez un autre truc à la place, c'est tout. Il faut se mettre dans un contexte d'abondance et du coup, votre concentration, votre énergie, votre esprit est occupé à d'autres choses plus intéressantes que la gestion de la pénurie, quoi. Il n'y a pas de crainte de pénurie. Voilà. D'autres questions? Non?
va peut-être arrêter là alors. Je vous remercie.